Voici aujourd'hui le deuxième volet que le dessous des cartes consacre à la pollution des mers. Cette pollution est due pour une petite partie aux marées noires et dans une bien plus large proportion au rejet des déchets humains, au rejet des villes dans les rivières, au rejet des activités industrielles, agricoles, tout cela formant plus de 70% de la pollution des mers. Alors que faire pour lutter contre ces pollutions ? D'abord, pour veiller à la sécurité de la navigation et à la protection du milieu marin, a été créée en 1948 l'Organisation maritime internationale. L'OMI est une agence des Nations Unies, elle compte 162 États membres, c'est elle qui est à l'origine du FIPOL, le Fonds d'indemnisation des victimes d'accidents pétroliers, et elle est aussi à l'origine de la Convention MARPOL, qui depuis 1978 impose des normes d'équipement et permet le contrôle des navires. La Convention MARPOL a été signée par 125 États et s'applique ainsi à 97% du tonnage mondial. Très bien, sauf que l'OMI donne un grand pouvoir de décision aux États qui ont les plus grandes flottes, c'est-à-dire justement les pavillons de complaisance comme Panama ou Liberia. Donc les mesures prises sont souvent minimales. Ensuite, elle n'a pas les moyens de faire respecter ces règlements car elle n'a pas de capacité de sanction. Conséquence, certains États mettent en place leur propre réglementation. C'est le cas des États-Unis notamment. En 1989, le pétrolier Exxon Valdez s'échoue au large de l'Alaska, déclenchant une importante marée noire. Le législateur américain fait passer une loi en 1991 qui permet aux États-Unis de poursuivre en cas de pollution de la mer l'armateur et l'affréteur et de leur faire payer des dommages et intérêts. Ainsi, Exxon a payé plus de 2 milliards de dollars pour le nettoyage et 1,3 milliard de dommages et intérêts payés à l'Alaska, à l'État fédéral américain et aux particuliers, notamment les pêcheurs. Alors, cette loi, en outre, permet d'interdire l'accès des ports américains aux navires qui ne respectent pas certaines normes, notamment les bateaux à simple coque de plus de 15 ans. Et en fait, ces mesures se sont révélées efficaces puisque les compagnies redoutent d'avoir à payer d'importants dommages et intérêts. En Europe maintenant, eh bien là, on est nettement plus lent. C'est le naufrage de l'Erika en 1999 et non pas celui de la Moco Cadiz qui a vraiment poussé l'Union européenne à renforcer sa réglementation face à la faiblesse de l'application des règlements de l'OMI. Alors cette réglementation prévoit la mise sur pied en 2003 d'une agence européenne de sécurité maritime qui devrait être dotée de 2 navires communautaires de contrôle anti-pollution. Deuxièmement, l'équipement des bateaux avec des boîtes noires dès 2004, le contrôle de 25% des navires faisant escale dans les ports de l'Union, la mise en place d'une liste noire de bateaux dangereux qui devront se soumettre à une inspection annuelle, et puis la fin des simples coques d'ici 2015. L'Union effectue par voie maritime 75% de ses échanges commerciaux et 90% du transport de son pétrole. Or, le problème, c'est que cette législation ne va s'appliquer qu'à la flotte de l'Union européenne, c'est-à-dire 15% de la flotte mondiale. Le contrôle des bateaux faisant escale dans les ports européens est donc primordial, mais d'abord cela coûte très cher en moyens financiers et humains, et ensuite une telle législation à 15 n'est pas facile à mettre en œuvre. Par exemple, pour les pays armateurs, comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas et surtout la Grèce, qui est le premier armateur européen, les législations ne doivent pas être trop restrictives. Ils craignent en effet les effets en retour que ces contraintes pourraient avoir sur l'activité maritime européenne et sur les bateaux en mauvais état, qui alors pourraient justement aller se faire immatriculer sous pavillon de complaisance, simplement pour contourner la loi. Ensuite, la transposition des directives européennes dans les législations nationales est souvent compliquée et lent, et d'ailleurs c'est tout à fait le cas de la France. Résultat, en Europe, le droit ne progresse qu'après des catastrophes et grâce aux mobilisations des opinions publiques, d'où l'importance des mouvements d'opinion publique. Il faut savoir que l'élargissement de l'Union va jouer un rôle positif sur cette sécurité maritime. Pourquoi ? Chypre et Malte sont aujourd'hui des pavillons de complaisance. Mais comme ces 2 pays entrent dans l'Union en 2004, ils devront appliquer la législation européenne. L'Union va devenir ainsi la première marine marchande au monde, soit 30% de la flotte mondiale, devant Panama, d'où un poids nouveau. Regardons maintenant
les mers qui baignent les pays de l'Union, la Baltique, la Méditerranée et l'Atlantique. Elles sont très fréquentées et elles sont d'importantes zones de pêche. En mer Baltique, la pollution émane des eaux usées des villes, des industries, des fertilisants agricoles, notamment des nitrates et des phosphates. Les pays baltes, la Pologne et la Russie sont les pays qui polluent le plus car leurs implantations industrielles sont les plus vétustes. Or, comme c'est une mer qui est presque fermée sur elle-même, la Baltique est plus sensible à la pollution. Ces rejets de fertilisants contribuent au développement d'algues qui consomment tout l'oxygène présent dans l'eau, entraînant l'asphyxie de nombreuses espèces végétales ou animales, d'où les conséquences sur la pêche et sur le tourisme. Alors en réaction, 9 États riverains ont signé la Convention d'Helsinki sur la protection de l'environnement marin de la Baltique. 132 zones de pollution sérieuses ont été identifiées depuis 1992, notamment en Russie, Pologne et États baltes, et 50 ont pu être nettoyées depuis. Alors il y a parmi les signataires des pays qui poussent beaucoup à l'action, la Suède, la Finlande, l'Allemagne. Ce sont les pays les plus riches, mais aussi les plus soucieux de l'environnement. Alors on voit bien sur la carte, avec l'élargissement de 2004, la Baltique deviendra, à l'exception de la Russie, une mer quasi intérieure de l'Union européenne, ce qui évidemment devrait faciliter l'harmonisation législative et la coordination des mesures contre la pollution. Ce n'est pas le cas en Méditerranée. Depuis 1975, 6 accords pour réduire les pollutions ont été signés entre les pays riverains dans le cadre du PAM, le plan d'action Méditerranée. Or, le problème, c'est que la pollution n'est pas la priorité de la plupart de ces pays de la rive sud. Ainsi, 3 de ces 6 accords n'ont pas été ratifiés par un nombre suffisant de pays pour entrer en vigueur, c'est-à-dire qu'au fond, c'est sans effet. Ou bien les mesures pour faire respecter ces conventions, tout simplement, ne sont pas prises. Résultat, certains États prennent individuellement des mesures anti-pollution. La France, par exemple, a décidé, en janvier 2003, de créer une zone de protection écologique sur tout le littoral français de Méditerranée et sur une largeur de 80 miles, soit 144 km à partir des côtes. Là, elle pourra poursuivre les auteurs de pollution, notamment les navires procédant à des déballastages. Au nord, dans l'Atlantique du Nord-Est, 15 pays européens et la Commission européenne ont signé en 1992 la convention OSPAR pour la protection du milieu marin. Cette convention est plutôt bien respectée. On note que pour la plupart des polluants, les quantités rejetées ont diminué en 10 ans, sauf pour l'azote agricole. Car au fond, comme les pays riverains sont des pays riches, avec des opinions publiques formées à la notion d'environnement et des lobbies écologistes actifs comme Greenpeace, eh bien, les actions sont prises en concertation, avec des moyens financiers, et puis il y a de la persévérance et des mentalités qui évoluent beaucoup. Car évidemment, à l'échelle humaine, les choses vont trop lentement. Cela a un caractère exaspérant que les responsabilités soient à ce point diluées dans le cas de l'Erika ou du Prestige ou de ces villes de Méditerranée qui rejettent les eaux usées dans la mer sans les avoir traitées. Mais tout de même, les choses avancent. En 1940, il y avait 3 conventions sur la protection de notre environnement. Il y en avait 100 en 1980. Il y en a 250 en 2001. Alors ces avancées sont essentiellement dues au travail de pression des ONG, aux réactions des opinions publiques. Cela donne un cadre législatif et si possible répressif qui à terme devrait déboucher sur la création d'une OME, Organisation mondiale de l'environnement, qui comme l'OMC devrait être dotée de moyens de sanction. Ensuite, les mentalités. D'abord, il faut changer cette perception que la haute mer, zone internationale, n'appartient à personne. Donc il n'y a aucune responsabilité à y assumer et qu'elle posséderait des capacités sans fin de tout absorber et fournir infiniment des ressources. Non. Et quant aux opinions publiques, c'est-à-dire vous et moi, à nous de ne pas attendre de l'État ou du secteur privé le soin d'apporter tous les correctifs. Après tout, c'est nous qui profitons d'une économie basée toujours sur le pétrole, c'est nous qui consommons de l'essence pour nos voitures ou du fioul pour nous chauffer, et même qui laissons des plastiques sur les plages. Alors si nos mentalités évoluent, les entreprises suivront et l'État aussi, comme d'habitude. Car nous sommes tout à la fois justement l'opinion publique, les électeurs et les consommateurs.